Imaginez le corps humain non pas comme une simple machine, mais comme un atelier. Un atelier d'une sophistication incroyable qui s'adapte en permanence. Il ne se contente pas de brûler du carburant, non, il le fabrique, il le recycle et il le transforme en matériaux de construction vitaux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux de ces mécanismes les plus fascinants. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? La fatigue qui s'installe quand on saute un repas ou après un effort physique intense. Les réserves d'énergie sont au plus bas. Alors, comment le corps fait-il pour ne pas tout simplement s'arrêter? Et surtout, comment continue-t-il d'alimenter les organes qui ne peuvent jamais faire de pause, comme le cerveau? Voici le programme. On va d'abord voir d'où vient ce fameux carburant d'urgence, ensuite on découvrira que le glucose a une double vie, un rôle secret, et enfin on verra ce qui se passe quand cette incroyable mécanique se dérègle. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le premier problème à résoudre pour le corps, c'est de trouver de l'énergie quand il n'y a plus de glucose qui arrive de l'alimentation. Pour ça, il a une solution toute trouvée. Il allume son propre générateur de secours. Ce processus, il a un nom un peu complexe, la néoglucogénèse. Mais en fait, c'est très logique. Néo, ça veut dire nouveau. Glucose pour glucose et génèse pour création. C'est littéralement la création de sucre tout neuf pour gérer une pénurie d'énergie en interne. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que ce n'est pas du tout un mécanisme d'exception. En fait, il tourne en permanence H24, surtout dans le foie. Pour vous donner une idée, la néoglucogénèse à elle seule fournit environ un quart de tout le glucose que nos cellules consomment. C'est énorme. C'est une fonction de fond absolument essentielle. Bon d'accord, le corps fabrique du nouveau sucre. Mais à partir de quoi? Il ne part pas de zéro. En réalité, c'est un maître du recyclage. Il est capable de transformer les déchets de certains tissus en un véritable trésor pour d'autres. Alors, quels sont les ingrédients de sa recette? Eh bien, le foie va piocher par exemple dans le lactate, ce fameux déchet que les muscles produisent pendant l'effort. Il utilise aussi le glycérol, qui vient de nos réserves de graisse, ou encore l'alanine, un acide aminé libéré par les muscles quand on jeûne. Des sous-produits transformés en carburant 5 étoiles. Et cette idée de recyclage, elle est illustrée à la perfection par une sorte de balai, une collaboration hyper efficace entre deux organes, le muscle et le foie. C'est une histoire de coopération à l'échelle du corps tout entier. Ce balai, c'est le cycle de Cori. Le principe est d'une simplicité géniale. Le muscle force, il produit du lactate. Ce lactate est libéré dans le sang et file jusqu'au foie. Et là, le foie le récupère et hop, via la néoglucogénèse, le retransforme en glucose tout frais. Ce glucose peut alors repartir alimenter les muscles ou le cerveau. C'est un cercle parfait. La boucle est bouclée. Jusqu'ici, c'est clair. Le glucose, c'est le carburant numéro 1. Mais est-ce que ça s'arrête là? Et si notre atelier interne utilisait sa matière première la plus précieuse pour faire bien plus que simplement la brûler pour avoir de l'énergie? C'est là que ça devient encore plus subtil. Parce que oui, le glucose a une vie secrète. Une partie de ce sucre ne finit pas dans la chaudière énergétique du corps. Non. Elle est détournée pour servir de matière première à la construction de pièces très spéciales via une toute autre chaîne de montage. Si on observe le destin d'une molécule de glucose, on voit que la grande majorité part bien vers la production d'énergie ou le stockage. Mais il y a cette part, environ 10%, qui prend une autre direction. Elle est aiguillée vers un autre atelier qu'on appelle la voie des pentoses phosphates. Et 10%, ce n'est pas anodin du tout. Cette fameuse voie, la VPP, elle a deux missions bien distinctes. On peut se la représenter comme un atelier qui fabriquerait à la fois des gardes du corps pour protéger nos cellules et des briques de construction pour assembler les éléments les plus fondamentaux de la vie. Alors, ces gardes du corps et ces briques de construction, regardons d'un peu plus près. Comment est-ce qu'une seule et même voie métabolique peut réussir à produire deux choses aussi différentes et aussi cruciales? Eh bien, la VPP fonctionne en deux temps. Il y a une première phase, dite oxydative, qui est à sens unique. Son seul et unique but, c'est de produire notre garde du corps, une molécule qui s'appelle le NADPH. Puis il y a une deuxième phase, non oxydative, qui elle est beaucoup plus flexible. Son objectif principal, c'est de fabriquer notre brique de construction, le ribose 5-phosphate. Ce garde du corps, le NADPH, à quoi il sert concrètement? D'abord, il est essentiel pour fabriquer d'autres molécules importantes comme les graisses ou le cholestérol. Mais surtout, et c'est son rôle le plus vital, c'est le principal agent de protection de nos cellules contre l'oxydation. C'est un véritable bouclier anti-rouille cellulaire. Et la brique de construction, le ribose 5-phosphate, là on touche à quelque chose de colossal. Ce n'est rien de moins que le squelette, la colonne vertébrale sur laquelle sont construits notre ADN et notre ARN. Sans lui, il n'y a tout simplement pas de code génétique, pas de division cellulaire, pas de vie. Ces mécanismes sont de véritables merveilles d'ingénierie biologique. Mais comme toute mécanique de précision, elle peut avoir des défauts. Alors que se passe-t-il quand cet atelier si bien huilé a un problème de fabrication, une anomalie génétique? Les conséquences peuvent être sérieuses et elles peuvent même nous faire voyager très loin dans le temps.
En effet, une simple petite faille dans cette machinerie peut non seulement causer des maladies, mais aussi, et c'est ça qui est fou, expliquer des coutumes très anciennes qui ont longtemps semblé totalement mystérieuses. Prenez cette information surprenante. Le grand philosophe et mathématicien grec Pythagore interdisait formellement à ses disciples de manger des fèves. Pendant des siècles, on a pensé que c'était une sorte de superstition, une règle un peu étrange. Mais aujourd'hui, la biochimie nous a donné la clé de l'énigme. Et la voilà, la solution. Il existe une anomalie génétique très répandue, le déficit en G6PD. Les personnes qui en sont atteintes ne peuvent pas produire assez de leur garde du corps, le fameux NADPHA. Et pour elles, manger des fèves provoque une catastrophe, un stress oxydatif énorme que leurs globules rouges, sans protection, ne peuvent pas supporter. Ils sont détruits en masse. C'est ce qu'on appelle le favisme. C'est juste incroyable de se dire que Pythagore avait observé un phénomène médical pur 2500 ans avant qu'on puisse l'expliquer. Et ce n'est pas un cas isolé. Une autre enzyme de cette même voie VPP a absolument besoin de vitamine B1 pour fonctionner. S'il y a une carence fréquente dans certaines maladies, la voie est bloquée, ce qui peut contribuer à des troubles neurologiques très graves. Ça montre bien à quel point chaque petite pièce de cet atelier est vitale et interconnectée. Au final, si on résume, à partir d'une seule et unique molécule de départ, le glucose, l'atelier de notre corps arrive à produire 3 choses radicalement différentes mais toutes essentielles. Du carburant pour l'énergie, les briques pour construire l'ADN et les gardes du corps pour se défendre. C'est un chef-d'œuvre d'efficacité et d'élégance biochimique. Et ça laisse songeur. On vient de survoler 2 petites voies métaboliques, mais il y en a des milliers, des dizaines de milliers qui s'entrecroisent et fonctionnent en ce moment même à l'intérieur de nous. Ça donne le vertige de se demander quelles autres merveilles, tout aussi ingénieuses, sont en train de se produire, là, maintenant, sans qu'on en ait la moindre idée.